Bonjour à tous, aujourd'hui petit point chimie sur les intermédiaires réactionnels. Ça va être la deuxième partie du cours du socle commun réactif chimique et intermédiaire réactionnel, ou mécanisme réactionnel, je ne sais plus vraiment. Une notion illustrée pour comprendre voilà, le déroulement d'une réaction chimique, le diagramme de la réaction, toutes ces choses-là, pour que vous ayez une base solide, une belle vue d'ensemble de toutes ces notions qui sont importantes évidemment pour la suite. Et moi je pense tout le temps à la chimie organe, le déplacement des électrons, tout ça, tout ça. Pour comprendre les intermédiaires réactionnels, je vous présente Jérôme. Voilà, donc Jérôme, c'est un mec normal. Sa vie est globalement chiante, hein, mais oui, non, sa vie est chiante, chiante comme la pluie. Globalement, Jérôme s'emmerde, hein, Jérôme se fait chier. Mais Jérôme a un plaisir dans la vie. Jérôme, voilà, a un refuge dans la vie. Jérôme adore le football. Voilà, le mec adore le football. Il claque 200 balles par mois dans les chaînes de football à la télévision. Le mec kiffe ça. Et Jérôme, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les retourner avec une superbe passe, tu vois, des belles passes, retourner et but. Ça, Jérôme, c'est le genre de mec chiant à vous rappeler que le foot, c'est un jeu d'équipe. Donc voilà, il adore les passes, puis passe décisive, puis but. Le mec adore ça. Eh bien, en chimie, c'est un peu pareil. Soit tu cours tout seul jusqu'au but, hein, voilà, tu fais ta réaction tranquille, ça se passe bien. Soit tu décides de faire une passe, et tu fais une passe à qui? Bah, tu fais une passe à un intermédiaire réactionnel. Et là, Jérôme est très content, parce qu'il voit très bien le truc. Hein. Passe décisive, intermédiaire réactionnel, et le but. Donc voilà, on arrive vraiment au nom de l'intermédiaire réactionnel. Le type est un intermédiaire réactionnel. Alors rassurez-vous, j'ai pas pris la métaphore du foot pour rien. On va élaborer un peu ensuite, mais on se pose sur l'intermédiaire réactionnel. Qui est l'intermédiaire réactionnel? Eh bien, c'est un composé chimique qui est très instable, qui a une durée de vie très courte, et ils sont au nombre de trois grandes catégories, hein, les carbocations, les carbanions et les radicaux. Alors pour vous en souvenir, intermédiaire réactionnel instable, durée de vie très courte, bah oui, t'es instable dans ta tête, hein, parce que si tu pars en retourner à chaque fois qu'il y a un centre, c'est que t'as vraiment un gros problème. Hein. Et une durée de vie très courte, évidemment, à force de faire des retournées, tu vas te finir par te faire les ligaments croisés, et puis sur le banc. Très bien. Donc, les trois grandes catégories, carbocations, carbanions, radicaux, instables, avec une durée de vie très courte. Si on s'intéresse rapidement aux caractéristiques de ces trois catégories, vous avez ici radical, carbocation, carbanion. Le radical, il a trois liaisons et un électron célibataire. Trois liaisons, ça fait 6 électrons plus un électron célibataire. Je vous ai mis l'atomistique ici avec l'orbital 2p qui nous intéresse. Cet électron célibataire, il pèse pas bien lourd, il est tout seul ici. On va y revenir. Le carbocation, c'est la même chose, sauf que lui, il n'a pas cet électron célibataire, donc il a un gros trou là, une lacune, il a une orbitale 2p, on va dire 2pz, qui est vide. Le carbanion, quant à lui, en a un de plus, ce qui fait qu'il a un petit doublet non-liant. Tout ça nous mène à la géométrie de ces trois types de composés. Les deux premiers sont plans. Pourquoi? Parce que l'électron célibataire, il pèse pas bien lourd, et que là, il y a carrément un trou, du coup c'est plan. Les quatre atomes ici sont sur le même plan. Tandis que le carbanion, lui, est tétraédrique. Le doublet non-liant joue le rôle grossièrement d'une liaison, donc on a une belle pyramide tétraédrique. À quoi ça sert? Enfin, pourquoi je vous précise ça? Parce que ça, c'est assez important, notamment dans les réactions chimie organique. C'est pas la même chose si vous avez un passage par carbocation ou carbanion, ou par un radical. Vous savez, toutes ces choses-là, régiosélective, diastéréosélective, tout ça, ça va jouer. Donc c'est important de se souvenir que radical et carbocation, ils sont plans, et que carbanion est tétraédrique. Évidemment, radical et carbocation, ils sont en déplétion d'électrons, ils en ont pas assez. Donc ils sont stabilisés par I+, et M+, les deux. Et carbanion, c'est le contraire, il y en a trop. Donc I- et M-. Très bien, très bien. Donc on se souvient, ceux-là, c'est les trois intermédiaires réactionnels. Ils sont instables, ils partent en retournée très vite, ils ont une durée de vie très courte, ils vont se faire les ligaments rapidement. Les deux sont plans, I+, M+, et carbanion lui est tétraédrique avec I-, M-. On passe maintenant au diagramme d'énergie d'une réaction. Et je reprends ma réaction d'avant, noir, bleu jusqu'à blanc. On les replace rapidement sur le diagramme de la réaction, et maintenant on peut reprendre le foot. Donc je pars de mon composé noir, je passe par mon composé bleu, et j'arrive à mon composé blanc. Mon composé noir est le produit de départ, c'est le réactif, blanc est le produit final, et mon composé bleu est l'état de transition. Rappelez-vous, l'intermédiaire réactionnel est très instable, il a une durée de vie très courte, il a une énergie qui est très haute, c'est pour ça qu'il est très instable. Et pour passer
à cet intermédiaire réactionnel, eh bien j'ai besoin de mon énergie d'activation. Donc là, il faut que vous compreniez, c'est comme une belle passe. On reprend Jérôme, Jérôme, il kiffe quand il y a des passes, bah, c'est la même chose. L'énergie d'activation, évidemment, c'est le delta entre le niveau d'énergie de mon état de transition et de mon produit de départ. Et bien là, il faut une passe qui a suffisamment de force pour pouvoir, moi ensuite, que je fasse ma retournée tranquillement et que je mette mon but. D'accord? Donc, il faut l'énergie d'activation. Je sais que je contredis votre prof ici, mais c'est vraiment ça, c'est l'énergie nécessaire pour faire ma réaction. L'énergie libre ensuite, le delta G0, alors le petit rond là, ça veut dire qu'on est dans des conditions standards, hein, 25 degrés, conditions de pression normale, etc. Mon delta G0, là, vous le voyez, il descend, il est négatif. Alors, rappel encore une fois sur son calcul, vous avez la petite formule ici, mais ce qui nous intéresse, c'est son signe. Hein. Donc, c'est l'énergie finale moins l'énergie du réactif. Donc, mon delta G ici, il est inférieur à 0. Et c'est ça qui nous intéresse. En fait, on est parti d'un produit de départ avec un niveau d'énergie, on arrive avec quelque chose qui a moins d'énergie. Donc, on est passé de quelque chose d'instable à plus stable. Mon delta G est inférieur à 0. Ça, delta G inférieur à 0, ça veut aussi dire que c'est un processus spontané. Et là, je veux vraiment insister parce que c'est assez difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'un processus spontané? C'est quelque chose qui peut se faire. Évidemment, sous réserve d'avoir mon énergie d'activation. Mais ça peut se faire en fait dans la nature. Alors évidemment, si mon énergie d'activation est très élevée, ça va être très difficile de le faire. Vous savez qu'avec les enzymes permettent de diminuer les énergies d'activation, mais ça c'est autre chose. Voilà. Mon processus spontané, pourquoi? Parce que je passe d'un stable à plus stable, et c'est ce que la nature cherche à faire à chaque fois. C'est descendre à des niveaux d'énergie où on est tranquille, on n'est pas inquiété, ça part pas dans tous les sens, etc. Exergonique, forcément, parce que ça libère de l'énergie. Donc, processus spontané, moi, pour m'en souvenir, toujours avec le foot, je me dis qu'effectivement, au départ, j'ai une équipe qui peut gagner la Coupe du Monde, typiquement la France. Eh bien, voilà, c'est ça mon processus spontané. Ma composition est assez bonne, etc. Mais forcément, il faudra une énergie d'activation. Donc, il faudra des bonnes stratégies, il faut des bons supporters, etc. Mais je peux le faire. C'est assez bon. Si on prend le cas inverse, que je ne vous ai pas représenté parce que c'est pas dans votre cours, que mon produit final a une énergie supérieure à mon produit de départ, eh bien là, ce ne sera pas possible. Ce sera un processus qui sera endergonique, qui a besoin d'énergie pour fonctionner. Ce ne sera pas un processus spontané. Donc là, il faudra tricher pour gagner la coupe ou un truc comme ça. Donc voilà, souvenez-vous bien de tout ça, l'état de transition est, on peut dire, fantôme, parce que c'est très rapide, c'est très instable. Il me faut mon énergie d'activation pour faire ma réaction. Et ensuite, j'arrive à un niveau plus stable. Mon étage est inférieur à 0, donc c'est spontané, exergonique et tout ça. Voilà. J'espère que c'est clair, j'espère que je ne vais pas trop m'embrouiller avec mes comparaisons, mais moi, ça me permet de tout retenir et de mieux expliquer. Donc voilà. Votre cours contient également un exercice un exemple un peu plus complexe, pardon, qu'on va évidemment aborder pour que vous compreniez bien et pour illustrer la notion d'étape déterminante. Donc là, c'est cette réaction qui vous est donnée. Donc j'ai ma base ici qui va prendre mon H+. Je rappelle qu'une base capte des électrons, un acide a 7 des électrons, donc ma base va capter mon électron ici. Hop, ce qui fait que donc elle va laisser des électrons, hein. Le H va partir, ça va être H+ qui va réagir avec B-. Donc mes électrons vont rester, ils vont faire une belle double liaison ici, et mes électrons qui étaient ici avec ma double liaison avec mon oxygène vont remonter sur l'oxygène, ce qui fait que j'ai un oxygène avec 3 doublés non-liants, donc un oxygène négatif. Ça c'est un énolate. L'énolate il va réagir avec mon électrophile lié à mon chlore. Mon chlore est électronégatif, attire les électrons vers lui, donc mon électrophile vraiment en a besoin. Mon nucléophile, représenté par ma double liaison, grosse densité électronique, va attraper mon électrophile et faire une liaison avec lui. Et ensuite, évidemment, mon oxygène va donner un doublé de mon ion pour revenir à une position stable avec une belle double liaison. Voilà, rapidement, hein, je vous ai fait ça, mais normalement, celle-là, vous la comprenez. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le diagramme de réaction pour illustrer encore une fois l'étape déterminante. C'est la même chose que tout à l'heure. On a les énergies d'activation, ici on en a deux. On a toujours notre delta G0 pour produit initial jusqu'à produit final, qui est toujours en dessus, donc spontané, exergonique, d'instable à plus stable. Et voilà, l'étape déterminante, ce qu'il faut bien retenir, et c'est tout ça pour ça, en gros, c'est que c'est celle qui a l'énergie d'activation la plus élevée. Donc là, c'est la première étape. Je vous rappelle, l'énergie d'activation, c'est l'énergie de transition moins l'énergie de départ. Donc effectivement, ça fait
une étape avec l'énergie d'activation la plus grande. Donc c'est ça, l'étape déterminante, c'est celle qui a l'énergie d'activation la plus élevée. Et voilà, vous avez tout compris. Vous avez compris les intermédiaires réactionnels grâce à Jérôme. Carbocations, carbanions radicaux, ce sont des intermédiaires qui ne sont pas stables, etc. L'énergie d'activation pour faire ma réaction. Mais si delta G est inférieur à 0, c'est qu'elle était possible en fait. Donc spontanée, donc exergonique, donc toutes ces choses-là. Je vous remets juste un petit peu la petite formule qui est importante à retenir quand même. Importante à retenir, pardon. Et puis voilà, vous savez tout. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était compréhensible. N'hésitez pas à poser des questions comme toujours. Et puis voilà, bon courage pour vos révisions. Et puis c'est tout. Salut!